Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 24 avril. À la une de cette édition, le cyclone Kenneth n'en a pas fini avec Mayotte. Le système dépressionnaire a ralenti sa course, mais se dirige tout droit vers la Grande Comore. À Mayotte, le pire a été évité, grâce notamment au travail de prévention réalisé par les services de l'État. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que l'île est soumise à des phénomènes climatiques majeurs. Quel est son passé cyclonique? Quelles en ont été les conséquences? Retour sur les dates et les événements qui ont marqué l'esprit des Mahorais avec Marion Tellier. Avec des vents soufflant en rafale à 155 km/h, le cyclone tropical Kenneth frôle Mayotte ce mercredi. De violents orages accompagnés de forts coups de tonnerre se sont abattus sur l'île au parfum tout au long de la nuit de mardi à mercredi. Une dépression qui n'est pas sans rappeler qu'au regard de son passé cyclonique, Mayotte n'est pas à l'abri d'un événement hydroclimatique majeur. En effet, en 1984, c'est le cyclone tropical Kamizi qui secoue l'océan Indien. Après avoir touché le nord de Madagascar, il parvient dans la matinée du 10 avril au sud de l'île de Mayotte. Les dégâts sont quasiment exclusivement liés au vent. Ils sont alors évalués à environ 25 millions d'euros. 20 000 sinistrés sont par ailleurs recensés, avec notamment la plupart des cases mahoraises détruites, des récoltes totalement perdues et des bâtiments publics en ruine. Les communes de Sada, Kanikeli, Sangamouji et Chirongi ont été les plus touchées. 11 ans plus tard, le 20 janvier 2005, c'est le système Ernest qui atteint le stade de cyclone tropical intense, avec des rafales allant jusqu'à 230 km/h. Il passe sur l'île de Mayotte à 7 h du matin. La station de l'aéroport de Dzaoudzi enregistre alors un vent atteignant les 80 km/h, ainsi que des rafales jusqu'à 107 km/h. Une intensification éclair qui provoque en pleine audience l'effondrement d'une partie du toit du palais de justice de Mamoudzou, chef-lieu de la collectivité départementale. Le samedi 29 et le dimanche 30 mars 2014, c'est au tour d'un cyclone parmi les plus puissants observés dans la région du sud-ouest de l'océan Indien de sévir près de l'île de Mayotte. Issu d'une perturbation tropicale en provenance du Mozambique, le système Hélène s'intensifiera jusqu'à atteindre des rafales de plus de 300 km/h. Son passage a ravagé la côte ouest de l'île de Mayotte. La préfecture a déclaré la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les deux communes d'Akwa et Boueni. Et depuis hier soir, l'île est donc en proie à de fortes pluies, des vents violents accompagnés d'une forte houle. À Koungou, des dizaines de personnes se sont réfugiées dans le collège afin de se mettre à l'abri. Plusieurs arbres sont tombés sur les routes du département sans faire de blessés, fort heureusement. À Mamoudzou, le vent a soufflé très fort, notamment du côté du ponton de Plaisance. Patrick Millan était sur place en fin d'après-midi afin de faire le point sur la situation. Oui Pierre, ce que je peux vous dire c'est que ici, derrière moi, les bateaux commencent à bouger sérieusement. Les vagues sont en train de passer par-dessus le ponton. On sait déjà que le ponton est dans très mauvais état. Je peux vous dire que cette tempête ne va pas arranger les choses. Et face à ce cyclone, les services de Météo France sont en alerte 24 h sur 24. Mais sur quoi se basent les météorologues pour faire les estimations? Vous vous êtes certainement déjà posé la question. Il y a quelques semaines, nous sommes allés à la rencontre des prévisionnistes au centre météorologique de Pamandzi afin qu'ils nous éclairent sur leur méthode de travail. Un sujet signé Daniel Dunon et Jaïdi Maoulida. Au montage, Leslie Viemenet. Mis en doute, parfois remis en cause au moindre faux pas, les prévisionnistes se démènent pour informer la population de la météo. Profession méconnue du grand public, ils sont pourtant épaulés d'outils scientifiques qui permettent le calcul de plusieurs données. La force du vent, par exemple, par le biais des capteurs situés à l'aéroport. C'est un capteur de vent ultrasonique avec quatre plots qui mesurent la vitesse du son en permanence. Et donc, comme on sait que la vitesse du son va être augmentée par le vent s'il souffle du nord, eh bien, la vitesse entre les deux plots nord-sud va être accélérée. Donc c'est comme ça qu'on en déduit, nous, avec cette vitesse du son, la direction et la force du vent. Donc ce capteur vent, il se trouve à proximité de la manche à air de l'autre côté. Là, on voit juste le mât.
L'un des risques les plus importants pour l'île reste les inondations, d'où l'importance de déterminer les précipitations qui sont mesurées au moyen des pluviomètres. Ce sont des objets en fait. Donc l'eau tombe verticalement à cet endroit-là et vient charger cet objet. Une fois chargé, il bascule. Et du coup, c'est l'autre objet qui présente au flux d'eau son réservoir. Et ainsi de suite. Et ici, il y a tout simplement un contact qui se fait à chaque passage. Et donc, on ne fait que compter le nombre de passages de jets. Quant à la fameuse question « Comment font-ils pour prévoir à l'avance ?», des dispositifs très élaborés permettent également d'apporter une réponse. C'est une sonde qui est équipée de capteurs essentiellement de température et d'humidité, qui calcule son altitude par rapport à la pression mesurée. Donc elle est munie également d'une carte GPS qui permet de connaître exactement chaque seconde sa position dans l'espace. Là, à chaque instant, chaque seconde, la sonde transmet via une antenne VHF les informations de température, d'humidité, de pression et d'altitude, ce qui permet d'en déduire l'état de l'atmosphère à l'instant où on le lance. Une sonde qui envoie les informations directement au service de Météo France afin que les données soient analysées. C'est ce type de diagramme qui nous sert le plus pour la prévision. Là, c'est une mesure. Donc là, c'est une observation in situ sur la hauteur de l'atmosphère. Donc là, on voit que le ballon est à 9000, un peu plus de 9000 mètres. Donc il va continuer son ascension pour monter encore une vingtaine de milliers de mètres pour arriver jusqu'à presque 30 000 mètres. Mais ce genre de diagramme donc, nous permet de connaître la température. Donc la température et l'humidité. Et ce sont les deux principaux paramètres qui vont nous permettre de savoir la stabilité de l'atmosphère et quels nuages on peut rencontrer dans l'atmosphère actuellement. Malgré tous les outils à disposition, il existe encore des manques à Mayotte. Le centre de météorologie de l'île est ainsi amené à mieux se structurer afin de gagner en précision. On fait actuellement des prévisions pour le jour J et le lendemain, ce qu'on appelle nous un jour J+1. Dans l'année 2019, on a pour projet de faire passer les prévisions jusqu'à J+3. Donc ça veut dire que dans vos journaux, vous allez pouvoir faire des diffusions de prévisions de Mayotte par des prévisionnistes de Mayotte jusqu'à J+3. Et ça nous permettra, en étroite collaboration avec la DEAL, de leur communiquer chaque jour, à une heure fixe, tous les jours, un briefing météo. Et donc, il leur permettra à eux de se mettre en ordre de bataille pour aller sur les lieux, prévenir les habitants. L'autonomie reste à parfaire en raison des manques de structure et de matériel. Néanmoins, les météorologues mahorais sont en mesure de nous informer quotidiennement au gré des vents et des tempêtes. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Anne-Constance Onguena, la directrice du cabinet Incidence. Anne-Constance, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors un point sur ce cyclone, il faut expliquer qu'il a ralenti sa course parce que c'est vrai qu'on s'attendait à ce que ça soit la fin et on était soulagé, mais il a ralenti sa course, donc effectivement il se dirige toujours vers les Comores, il descend un peu vers le sud, donc l'œil du cyclone risque de frapper les Comores. On l'a vu dans ce reportage, il y a une étroite collaboration qui est faite notamment face aux risques, parce que ce que révèle aussi ce cyclone, c'est que nous sommes sur un territoire où les risques sont très importants, liés notamment à des problèmes de dégradation de l'environnement. C'est aussi ça que révèle ce cyclone, c'est qu'aujourd'hui, les dégradations sont telles, notamment la déforestation, le défrichage, que les risques sont accrus. Oui, absolument. 80% du territoire de Mayotte est soumis à un risque naturel. 15 des 17 communes sont soumises au risque inondation. Alors il est vrai que lorsqu'on subit les pluies qui sont en train de tomber en ce moment même, on est beaucoup plus vulnérable que lorsque l'on vit sur un territoire sur lequel il n'y a aucun risque naturel. Finalement, l'urgence, on s'en rend compte aujourd'hui, on ne cesse de le marteler, notamment par le biais de l'émission Agir pour l'environnement. Mais là, c'est du concret, c'est-à-dire qu'on le voit lorsqu'il y a de fortes pluies, lorsqu'effectivement il y a des épisodes comme ça, là on est dans le cadre d'un cyclone, mais même lors d'épisodes de fortes pluies, le département est soumis effectivement, notamment au glissement de terrain, aux éboulements. Ça, ce sont des risques qui sont accrus. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour pallier la problématique? C'est déjà
80% du territoire qui est soumis à un risque, on ne le changera pas. C'est aussi la topographie de Mayotte. Néanmoins, il faut faire en sorte d'être moins vulnérable face au risque. Et la première manière, quand on est propriétaire de son terrain, la première des choses à faire lorsqu'on veut prendre à bras-le-corps le sujet, c'est de gérer les eaux pluviales sur son terrain. C'est-à-dire de les récupérer avec les professionnels de telle manière qu'ils ne vont pas raviner l'intégralité de la pente sur laquelle on habite. Alors ça veut dire quoi, gérer les eaux pluviales? C'est déjà récupérer les eaux de pluie sur les toits, ne pas les laisser filer comme ça, empêcher l'eau si on habite dans une pente, empêcher l'eau de ruisseler sur la parcelle du voisin en emmenant de la terre, en emmenant des cailloux et donc en accélérant le phénomène d'éboulement ou de glissement de terrain que vous soulignez tout à l'heure. C'est vrai qu'on a l'impression que ce sont des bonnes paroles, mais on le voit là dans le cas concret que nous sommes en train de vivre sur le territoire. Ce sont des petits gestes du quotidien qui peuvent sauver des vies ou en tout cas qui peuvent éviter des drames. Oui, et pour mémoire, en 2016 à Ouangani, c'était pas un épisode cyclonique. Je me souviens de cette école avec ce mur qui s'est effondré. Voilà, c'était de fortes pluies qui sont arrivés pendant la saison des pluies, sur des terrains qui étaient déjà gorgés d'eau parce qu'on était en pleine saison des pluies et qui pleuvait beaucoup. Les rivières sont sorties de leur lit, emmenant avec elles de la terre, des déchets. Et effectivement, pourquoi les berges sont parties? Parce que les berges étaient abîmées. Pourquoi elles étaient abîmées? Parce qu'on construit sur les berges alors qu'on n'a pas le droit, parce qu'on déforeste à proximité des berges, on n'a pas le droit, parce qu'on abîme les lits des rivières en prélevant de l'eau, par exemple, pour irriguer des cultures qui sont interdites. La problématique des déchets aussi, elle est très importante. Là, on le voit parce que finalement, les caniveaux sont gorgés de déchets. Il n'y a pas que les caniveaux. Et effectivement, l'eau ne peut pas s'évacuer. Ça, c'est un vrai problème. Oui. Et c'est source d'inondations avec effectivement les risques et les drames qu'on a connus ces dernières années aussi. Vous étiez présente aujourd'hui lors de l'édition spéciale. On est revenu aussi sur ces épisodes qui ont marqué l'île ces dernières années. Alors il y a de gros efforts qui sont faits par les collectivités territoriales et les services techniques des collectivités territoriales, que ce soit les communes ou que ce soit les intercommunalités. De nombreux travaux sont engagés pour créer des réseaux de gestion des eaux pluviales et des marchés, en tout cas des prestations de curage des caniveaux sont mises en œuvre de manière régulière pour permettre à l'eau de pluie de s'évacuer. Alors il est vrai que lorsque les déchets ne sont pas ramassés, lorsqu'on subit des épisodes un peu particuliers comme en ce moment, forcément les caniveaux débordent. Mais lorsqu'ils ne sont pas curés, lorsqu'ils sont bouchés, ils débordent en 5 minutes en fait. Mais ça, c'est aussi le travail des citoyens, parce que c'est vrai qu'on pense tout de suite, ce sont aux communes de faire ce travail-là, mais non. Et d'ailleurs, ça a été précisé lors des précautions par les services de l'État, nettoyer les caniveaux. Oui. Et ça s'adresse aussi aux personnes qui peuvent avoir des maisons, même aux locataires. C'est quelque chose aussi qui doit être commun, c'est-à-dire que tout le monde doit aussi mettre sa main à la pâte pour ça, au regard du contexte. Oui, entretenir les abords de son bien, de sa maison ou de l'endroit où on habite, c'est une responsabilité de l'habitant d'un lieu. Donc ça veut dire effectivement balayer, ça veut dire ramasser les déchets qui pourraient traîner au-delà du travail que fait la propreté urbaine. Oui, c'est une responsabilité individuelle. Citoyenne presque. Voilà, mais en même temps, si les habitants ramassaient leurs déchets, ils ne traîneraient pas sur le bord de la route, n'est-ce pas? Effectivement, il y a une autre problématique qui est soulevée, c'est celle de la construction et justement du droit de construire, parce que ça c'est quelque chose aussi qui a posé problème ces dernières années, qui continue de poser problème. L'ADA est en train de faire un important travail justement pour cartographier tout ça. Comment ça se passe ce travail-là? Où peut-on construire, où ne peut-on pas construire à Mayotte? Alors, l'ADA a mis en place un site internet d'information pour que chaque propriétaire de parcelle, lorsqu'il veut faire des travaux, soit d'agrandissement ou d'embellissement de son logement, voire construire, puisse savoir sur quelle zone est classifiée, quelle zone de niveau d'aléa est classifiée la parcelle sur laquelle il habite, de telle manière qu'il puisse savoir s'il a le droit ou non de prévoir ces aménagements et si oui, dans quelles conditions. Après, il y a aussi une habitude à changer à Mayotte, c'est de prendre l'habitude de travailler quand on fait des aménagements, avec des professionnels qui sont diplômés,
de telle manière que ces personnes soient en mesure de faire les démarches de dépôt de permis de construire ou de faire les démarches de renseignement quand le propriétaire n'est pas en capacité pour 1000 raisons de le faire. Et c'est vrai que ça n'est pas encore entré dans les us et coutumes mahoraises. Souvent encore, on fait appel aux maçons qui ne passent pas forcément par un architecte et donc les constructions ne sont pas aux normes. Et d'ailleurs, il faut bien le souligner parce qu'on pourrait croire à tort que seul l'habitat précaire est concerné par les risques d'éboulement. Ce n'est pas vrai. L'ensemble des maisons, y compris les jolies maisons en dur, comme on dit, sont aussi concernées par les risques d'éboulement parce qu'elles sont construites sur des zones à risque et que les constructions ne respectent pas les principes de précaution ou les recommandations adaptées aux risques sur la parcelle. Sans compter les problématiques sismiques. Et on vit effectivement actuellement cet essaim de séisme. Donc un mot aussi, c'est important, dire que demain il n'y aura pas de barge, que le cyclone est en train effectivement de s'éloigner de l'île, mais de manière un peu plus, plus lente que ce qui était prévu. Donc il n'y aura pas de barge, il n'y aura pas d'école, les écoles seront fermées. On aura également des dispensaires qui seront fermés. Seuls les centres de référence seront ouverts comme aujourd'hui. Pas de circulation pour les camions, pas de circulation pour les 7,5 tonnes, pas de circulation pour effectivement les transporteurs de marchandises dangereuses. Et puis aussi, effectivement, il y a cet événement à Koungou où des personnes vont se réfugier dans une école. Là aussi, on est sur des personnes qui sont sur des zones à risque et qui ont peur aujourd'hui pour leur vie. On voyait des images notamment ce matin avec des personnes qui, pour accéder à leur domicile, doivent effectivement escalader des pneus. Ça aussi, c'est une vraie problématique. Là, on est plutôt sur l'habitat illégal, précaire. Là aussi, il y a un gros travail à mener. Il y a des plans mais c'est urgent en fait aujourd'hui. Il y a les plans de rénovation urbaine qui sont en cours. À Kaweni, Koungou. La Petite Terre aussi. En Petite Terre, voilà. Koungou, c'est Majikavo, donc dans les zones effectivement que vous évoquiez. La véritable difficulté, c'est que le temps qu'il est nécessaire d'avoir devant soi pour rénover un quartier n'est pas le temps d'un cyclone. Donc forcément, on se retrouve dans des périodes d'ultra-vulnérabilité. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'évolution parce que c'est la première fois que sur un épisode cyclonique ou sur un épisode d'alerte, les habitants d'eux-mêmes qui sont dans ces zones vulnérables cherchent à se protéger, à se mettre à l'abri. Et il faut bien rappeler aux téléspectateurs que demain, il y aura probablement un peu moins de vent et qu'il ne faut pas laisser jouer les enfants dehors ou en tout cas sans surveillance des parents parce que c'est là aussi que peuvent se produire les accidents lorsque l'on n'a pas ses enfants sous les yeux et qu'arrive très rapidement un peu de vent, une pluie qui va générer un débordement de caniveau qu'on évoquait tout à l'heure. Et c'est à ce moment-là que surviennent les accidents. Donc demain, il faudra être très vigilant avec les enfants. Et la fragilité des sols aussi, c'est ce qu'on expliquait. C'est au-delà de ce cyclone, effectivement, on a passé le plus gros. On est en train, effectivement, de voir la fin de Kenneth pour Mayotte, en tout cas. Mais il y a encore des risques dans les prochains jours parce que l'île est fragilisée, finalement. Les sols sont gorgés d'eau parce qu'il a plu ces derniers temps. Aujourd'hui, il a beaucoup plu. Il y a eu du vent, des arbres qui sont tombés. Donc les sols qui sont fragilisés ont vu leur fragilité se renforcer par le phénomène vécu aujourd'hui et donc par conséquent demain des éboulements ou des glissements de terrain pourraient survenir dans des zones déjà très fragiles parce que en pleine déforestation, parce que un petit peu rempli d'habitats précaires construits sans précaution et effectivement il faut être redoublé de vigilance, oui. Est-ce qu'on peut justement faire passer un dernier message avant de se quitter? Quel message vous aimeriez faire passer aujourd'hui par rapport effectivement aux précautions, mais de manière plus générale par rapport aux précautions qu'il faut prendre pour inverser la tendance et pour faire en sorte que si à l'avenir d'autres événements de ce type se produisent à Mayotte, qu'on soit prêt et qu'effectivement on ait inversé cette tendance négative qui est liée à la dégradation de l'environnement? Alors, il y a plusieurs choses. C'est déjà protéger les sols, gérer les eaux pluviales sur ces parcelles. Ça me paraît vraiment important parce que 80% du territoire est soumis à un risque naturel et le risque inondation accélère les éboulements. Donc forcément, on est tous concernés par ça et je crois que s'il y a vraiment un effort à faire de la part des habitants qui ont un peu d'argent devant eux, c'est celui-là, de pouvoir mettre des gouttières,
faire, récupérer les eaux pluviales du mieux possible. Et puis le deuxième qui ne coûte rien, à part de l'investissement personnel, c'est de ramasser ces déchets correctement et de ne pas les abandonner au coin d'une rue ou sur un tas. Et de trier aussi. Et de trier, forcément, si on trie ces déchets, on a moins à jeter puisqu'on s'en est débarrassé dans des trios ou dans des contenants spécifiques chez les commerçants. Mais c'est vraiment de pouvoir adopter des gestes citoyens de base qui vont éviter derrière le pire. Merci beaucoup Anne-Constance d'avoir accepté notre invitation. Vous serez encore avec nous dans les prochains jours pour justement revenir sur l'après Kenneth, puisque ce n'est pas terminé. Et effectivement, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on risque encore de parler de ce cyclone. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le SNUPP qui menace de bloquer les établissements scolaires, la déclaration des revenus 2018 ou encore le FATMA. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mercredi 24 avril. Le syndicat SNUPP avait beaucoup de choses à dire à la ministre des Outre-mer. Les actions ont repris hier avec une mobilisation réussie pour le syndicat. La rencontre avec la conseillère de la ministre des Outre-mer a eu lieu de 11h30 à midi au vice-rectorat en présence du vice-recteur et de son équipe de direction. Néanmoins, les représentants du SNUPP sont ressortis très déçus. En effet, la conseillère de la ministre aurait annoncé que le non-respect des engagements et de la réunion de revoyure est lié au fait que tous les dispositifs d'indexation dans les Outre-mer risquent d'être remis en question. Face aux réponses jugées insatisfaisantes, la grève des enseignants du premier degré et des personnels non enseignants du vice-rectorat continue. Le syndicat annonce que les actions reprendront dès jeudi 24 avril par le blocage des écoles et des établissements du second degré. Le prélèvement à la source est en vigueur depuis le 1er janvier 2019 sur l'ensemble du territoire national. Néanmoins, si les revenus normaux perçus en 2018 ne sont pas imposables, il est obligatoire de déclarer ces impôts, notamment si au cours de l'année passée, des revenus dits exceptionnels ont été perçus. A l'inverse, il faudra déclarer les dépenses réalisées en 2018 pour lesquelles il est possible de bénéficier d'un avantage fiscal. C'est le cas des emplois à domicile, des investissements locatifs ou encore des dons aux œuvres. Il convient par ailleurs de vérifier les montants préinscrits par l'administration fiscale et les éventuels changements de situation, mariage, pax, enfants, séparation. Si la déclaration ne nécessite pas de modification, il est possible de la valider directement d'un smartphone ou d'une tablette en téléchargeant l'application mobile des impôts. Sinon, il faut se rendre sur le site www.impôts.gouv.fr muni de son identifiant fiscal et de son mot de passe. La date limite pour faire sa déclaration est fixée au 4 juin 2019 à Mayotte. Malgré la tempête Kenneth, l'Office culturel départemental a lancé la 12e édition du Festival des arts traditionnels de Mayotte qui se déroule du 23 au 28 avril 2019. À cette occasion, différentes manifestations sont programmées toute la semaine. Tout d'abord, la foire artisanale sur le parvis de la MJC de Mamoudzou du 23 au 28 avril. La commémoration de l'abolition de l'esclavage est prévue ce samedi avec la présentation de l'ouvrage « L'esclavage à Mayotte et dans sa région » à l'hémicycle Younoussa Bamana de 8h30 à midi. Une soirée de danse traditionnelle aura lieu samedi de 20h à 23h sur le parking de la salle de cinéma. Par ailleurs, un carnaval partira du terrain de foot du Baobab jusqu'au terre-plein de Ntsapéré en traversant le village le dimanche 28 de 13h à 16h. Enfin, dans le prolongement du carnaval et pour clôturer le festival, un Shigoma est prévu ce dimanche de 20h à minuit sur le remblai de Ntsapéré. Un mot d'économie pour clore cette édition. Lors de sa visite, la ministre des Outre-mer a consacré plusieurs séquences au monde économique. Néanmoins, son séjour a été axé sur la formation et l'économie sociale et solidaire. Pas vraiment du goût du MEDEF qui aurait souhaité que les entreprises soient davantage mises en avant. Sa présidente a réagi sur notre plateau ce matin. Selon Carla Baltus, les devoirs s'accumulent pour le patronat, mais les aides ne suivent pas le rythme. Au montage, Leslie Vumenet. Annick Girardin n'aura pas convaincu tout le monde lors de ses 3 jours de visite officielle à Mayotte. Parmi les plus frustrés, les patrons et notamment ceux affiliés au MEDEF. Effectivement, quand je regardais le programme de la ministre, j'ai vu que l'économie sociale et solidaire était mise en avant, parce que Mayotte est quand même première dans la matière. Il y a un beau travail qui est fait qu'il faut saluer. Mais quand on vient faire le bilan, puisque la ministre a parlé de réunion de chantier, on doit parler des entreprises, parce que sans les entreprises, comment vous sortez tous ces chantiers? Donc pour moi, le plan de développement, c'est d'abord des infrastructures, c'est de la construction, c'est du bâtiment, c'est du BTP. C'est tout ce qu'on a
On a parlé du transport, de la mise en place des transports en commun. On sait que la grève a commencé par les problèmes sur les transports scolaires. Je veux dire, même la base du mouvement, tout ce qui concerne la base du mouvement, faire le point de ce qui se passe dans les établissements scolaires. Enfin, c'est pas dans le programme. Carla, on lui a posé la question. Ça ne reflète pas la réalité, comme vient de dire Ida, ça ne reflète pas la réalité. Présente sur notre plateau ce matin pour les 40 ans de son arrivée à Mayotte, Ida Nel est allée dans le sens de la présidente du MEDEF. Selon elle, l'administration à Mayotte ne favorise pas le développement du monde économique local. Le monde économique est toujours oublié par les gens de Paris parce qu'en fait, ils ne viennent pas d'un monde économique. Ça veut dire, je pense que tous les fonctionnaires doivent aller travailler au moins 1 an dans une vraie entreprise, des petits, des grands, des moyens, qui voient comment ça se passe. Ils sont juste là pour plutôt sortir les grands bâtons, taper tout le monde et tout ça. Et normalement, ils devaient être à le service de tout le monde. Normalement, c'est le premier métier de l'administration. Et on voit, non, on va juste contrôler, on va juste faire ceci, cela. Carla Balthus considère que depuis plusieurs années, les chefs d'entreprise voient les contraintes se multiplier. Elle souhaite que l'État joue son rôle d'accompagnateur en respectant notamment ses engagements. Et les difficultés, c'est quoi, Patrick? Les difficultés, c'est ce dont on a parlé, l'application, le remboursement de la prime de 35 heures, parce qu'on nous demande de faire des efforts à nous, les entreprises. On nous demande de supporter une augmentation du coût du travail. On nous demande bientôt d'appliquer des conventions collectives et j'en sais plus rien. Et derrière, le peu de compensations qui sont mises en face par l'État pour soulager les entreprises, les dispositifs ne sont pas mis en place. Si on n'avait pas poussé une gueulante, excusez-moi de l'expression, début d'année, il n'y aurait même pas l'arrêté qui déclenche le remboursement de la prime de 35 heures. Donc il a fallu le rappeler, alors que ce sont des dispositifs qui auraient dû être mis en place depuis novembre avec l'ASP. Ça n'a pas été mis en place. Il a fallu le rappeler. Ensuite, maintenant que le dispositif est là, on nous met un truc tellement compliqué que même les plus grandes entreprises de 500 salariés n'arrivent pas à déposer leurs demandes. Et après, on vous dira, ah ben oui, mais vous ne déposez pas vos demandes. La colère est vive du côté du patronat. De son côté, la ministre a assuré que sa porte restait ouverte pour une rencontre. Elle a par ailleurs affirmé que l'accompagnement des entreprises locales faisait partie des priorités du gouvernement. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Restez vigilants puisque toutes les vigilances sont toujours d'actualité. La vigilance orage, la vigilance forte houle et la vigilance vent fort. Pour ma part, donc, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.